Bonjour à tous. Alors, je pense que la salle va se remplir petit à petit, on l'espère. Je me présente, je suis Frédéric Barthaud, déléguée générale du MEDEF Pays de la Loire. Puis très fière d'animer cet atelier en tant que représentante d'un MEDEF régional, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise présente sur le plateau près de moi est une entreprise de la Mayenne, et non pas une entreprise du 44 comme j'ai eu l'habitude d'animer. Voilà, donc on va commencer de suite par présenter donc, cette société SDI Service. Vous allez voir que le mot service n'est pas là pour faire joli, c'est vraiment... et surtout la présentation par son dirigeant, donc Monsieur Hochard. Alors, bonjour, Pascal Hochard. Donc, je dirige SDI Service, qui est donc une entreprise qui fait du service à l'industrie dans deux domaines. Donc, un domaine dont on va parler un peu plus tout à l'heure, c'est la peinture industrielle, mais on intervient sur site, chez nos clients. Et puis, une autre activité qui est de la maintenance industrielle, donc aussi chez nos clients, pour maintenir tout ce qui est équipement mécanique, électronique, électrotechnique, automatisme. Voilà, donc l'entreprise existe depuis 2006. Et je l'ai reprise, moi, fin 2013. Alors, le principe de ces ateliers, c'est aussi d'être accompagné d'un expert. Donc, je vais laisser Alexandre Boucher, qui nous accompagne aujourd'hui, se présenter à son tour. Oui, bonjour, Alexandre Boucher. Je dirige un centre de ressources technologiques qui est basé à Laval, qui s'appelle Clarté, et qui accompagne les entreprises sur les sujets de réalité virtuelle, réalité augmentée. On est l'interface entre le monde de la recherche technologique et le monde des usages. Voilà, on est cet accélérateur de l'adoption des usages des technologies du virtuel. Alors, vous allez voir au cours de l'atelier qu'il y a un point commun, même très serré, entre les deux intervenants. Et puis, avant que l'on rentre dans le vif du sujet donc, de cette partie numérique, je vous rappelle le principe de l'atelier. Hop, voilà. Vous pourrez poser vos questions donc, sur Evals. Alors, Evals n'est pas une application, mais un lien. Donc, il suffit en fait d'aller directement sur le site, d'indiquer le code DC19 et vous pourrez donc poser les questions qui seront ensuite retranscrites par Sylvain de la société Evals qui nous rejoindra. Je dis ça parce qu'il n'y aura pas de questions au micro. Donc, vraiment, n'hésitez pas à compléter pour toute information sur le site Evals. Voilà, nous rejoindra aussi Élise en fin d'atelier qui pourra vous accompagner pour des échanges vraiment en live là, avec nos deux intervenants, donc Monsieur Hochard et Monsieur Boucher, pour des questions et des débats que vous pourrez avoir donc, de manière plus intime avec eux. Voilà, et puis on va démarrer parce que le sujet, vous allez voir, est passionnant. La première slide qui s'appelle « Digital », donc pour attirer, pour préserver, me permet de poser une première question, peut-être déjà à Monsieur Hochard. Je précise aussi quand même que Monsieur Boucher, expert, pour intervenir, certes à la fin, mais au fur et à mesure donc, du déroulé de l'atelier. Alors, SDI Service vous a expliqué un petit peu quelle était l'activité, mais pourquoi SDI s'est intéressé au numérique et surtout à la réalité virtuelle? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau chez vous ou déjà ancré dans votre activité? Alors, SDI Service, en fait, est né, donc vous avez compris, 2006-2007. Et puis en 2008, il y a eu la crise que tout le monde a connue. Et SDI a cherché à d'autres activités. C'était mon prédécesseur, je n'étais pas là à l'époque. Et bon, il est parti à chercher des idées qui étaient complètement innovantes, qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps. Et qui allait aussi vers l'idée d'aider à la formation pour recruter, mais aussi pour former des peintres qui, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, sont formés sur le tas et donc on n'a pas reçu de formation initiale. Donc c'était ça l'idée au début. Et ensuite, au travers d'un challenge qui avait lieu à Laval, organisé par LMT, Challenge Mayam, qui a toujours lieu aujourd'hui, donc mon prédécesseur a lancé une idée auprès d'élèves des arts et métiers
sur l'idée, effectivement, de trouver une solution innovante pour former des peintres. Et donc, ils ont produit en quelques jours un serious game, qui a été le début de l'histoire, puisque ça, c'était 2012. Je regarde Alexandre, c'est bien ça. Et puis, effectivement, donc 2 ans plus tard, puisque 2014, le sujet est revenu sur la table. Et Alexandre va peut-être pouvoir compléter exactement le lien là entre les deux, parce que bon, mon souvenir est un peu léger. Ça va faire le lien avec la diapo d'après sur le fait qu'il y a une rencontre entre cette idée de SDI Service qui a été prototypée par des étudiants dans le cadre d'un projet court et Clarté qui suit les travaux de ces étudiants sur la réalité virtuelle et a senti avec SDI tout le potentiel. Et donc, on a proposé le montage d'un projet collaboratif à plusieurs partenaires. Et là, je te laisse peut-être compléter. Tout à fait. Donc, en fait, donc avec Clarté et puis une troisième société, Interformat, dont l'activité est de faire de la formation plutôt technique et un peu RH, vers des sociétés industrielles. Nous avons proposé le projet que nous avons fait labelliser par EMC2. Donc la labellisation a eu lieu fin 2014 et ça nous a permis de déposer un dossier BPI pour obtenir une subvention que nous avons obtenue au cours de l'été 2015, ce qui nous a permis de démarrer le projet en septembre 2015. Alors, je me permets, M. Auchard, à ce stade-là, vous nous aviez expliqué qu'il y avait 3 objectifs. Là, on a compris que l'objectif final, c'était la formation, mais vous aviez parlé de 3 données, de l'attractivité de votre métier. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces points-là, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc il s'agissait effectivement de former de manière à éviter d'utiliser l'outil industriel pendant ces formations, puisque tant que l'outil industriel est occupé à faire de la formation, on ne peut pas produire. La deuxième chose, c'est qu'on ne consomme pas de peinture avec notre application. Et puis, on n'a pas besoin de pièces qu'on va devoir mettre au rebut ensuite, puisqu'il faut des pièces qu'on aura peintes. Donc, en fait, le métier, pour bien comprendre, de peintre industriel, vous nous expliquez qu'il n'y a pas vraiment d'école donc de formation d'apprentissage précise. Donc, vous répondez à ce besoin-là. Et en plus, en le faisant en interne, aujourd'hui, vous en faites un outil que vous aviez qualifié dans notre entretien de vert, sans déchets, c'est ça? Voilà. En fait, donc c'est un outil vert. Donc, ce que j'oubliais de dire aussi, c'est que effectivement, formation, effectivement, il existe des centres de formation, mais ce sont des centres de formation inter-entreprises, et que dans le métier de la peinture, chaque entreprise a ses spécificités, et donc les gens qui sont envoyés en formation, quand ils reviennent, certes, ils ont sans doute appris des choses, mais la plupart du temps, ça n'apporte pas la valeur ajoutée qu'on attendait, puisqu'ils reviennent, leur outil de travail est complètement différent de ce qu'ils ont vu en formation, puisqu'on a de la peinture liquide, de la peinture poudre, les outils, ce n'est pas les mêmes, les pièces à peindre ne sont pas les mêmes. En fait, la peinture, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est de la chimie, et c'est vraiment de la chimie, avec des process très particuliers, selon les besoins, selon les pièces qu'on a à peindre, les supports. Donc on est dans quelque chose de bien particulier et pas, je dirais, un métier basique. Voilà. Très bien. Un petit complément, Alexandre? Non, je pense que ce serait bien de montrer l'image du Alors, du on va arriver, dispositif. voilà. Donc, vous avez compris qu'avec ces partenaires, un produit, on peut le dire comme ça, un outil de réalité virtuelle a été créé. Alors déjà, il a un nom. Donc en fait, il s'appelle Léonard. Voilà, oui, alors, l'origine du projet s'appelait FPIR, qui était le nom du projet, qui voulait dire formation à la peinture industrielle en réalité virtuelle. Bon, en gros, c'était ça que ça voulait dire. Bon, et puis effectivement, on lui a donné un nom commercial, Léonard. Donc, bon, je vous laisse imaginer à quoi on fait allusion. Alors Léonard, justement, c'est quoi
c'est quoi, ou j'allais pas dire presque c'est qui? Alors, Léonard, donc c'est une application donc en réalité virtuelle qui permet de simuler tout le savoir nécessaire pour former un peintre. Donc effectivement, on est dans la simulation, mais c'est le gros apport de Léonard, c'est la simulation de la gestuelle, hein, puisqu'il y a une vingtaine d'exercices d'apprentissage de la gestuelle. Hein. Donc c'est quelque chose de très, très pointu et très fin, hein, qui effectivement, donc on a fait donc le projet a duré 1 an. Fin 2016, on a fait 2 formations vers des personnes qui sortaient de Pôle emploi, donc des personnes qui n'avaient aucune compétence et aucune connaissance sur la peinture. Et donc en 2 semaines, on a monté un programme de formation sur 2 semaines, et en 2 semaines, on a pu former, on va dire, des débutants confirmés, dont la moitié des 2 effectifs, c'était 2 groupes de 8, ont trouvé un job à la sortie, puisqu'on avait communiqué auprès des agences d'intérim, et ils ont proposé des postes, et ils ont pu travailler à la sortie de la formation. Donc, vous voulez dire qu'avec ce casque, tel qu'il est présenté sur l'image, une sorte de pistolet là, qui doit simuler un pistolet de peinture, on apprend le métier en 2 semaines? Oui, alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que le programme qu'on avait mis en place, c'était un programme où on alternait de la théorie, de la réalité virtuelle, et à côté, on avait une cabine mobile qui permettait de faire travailler. Donc on avait, puisque en fait l'application c'est du monoposte, donc on avait 4 postes, 8 apprenants, et donc ils alternaient entre de la théorie, de la réalité virtuelle et du réel, pour vérifier que ce qui semblait être acquis en réalité virtuelle était bien reproductible en réel. Bon, voilà. Mais, donc effectivement, on consommait un peu de peinture, mais bien moins qu'en temps normal. Et puis surtout, le temps passé dans l'apprentissage était nettement supérieur à ce que ça pouvait être précédemment. D'accord, donc là, avoir une agilité sur l'apprentissage du métier. Il y a une question qu'on se pose quand on voit l'outil, c'est combien ça coûte? Je pose un peu la question comme ça, puisqu'on a un partenaire à côté qui vous a accompagné. Mais est-ce que c'est un développement, c'est un projet qui est né avec cet objectif et un budget déjà fixé, ou ça a été justement le temps de développement qui en a fait son prix, entre guillemets? Alors, on peut parler du coup du projet, un projet comme celui-ci, qui est un projet d'innovation et de recherche appliquée. Il va représenter là, sur 1 an l'équivalent de 3 personnes à temps plein. Le coût, ça va être à peu près celui-là. On parlera peut-être des coûts commerciaux plus tard, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Je voulais juste profiter de cette image pour réévoquer le fait que la réalité virtuelle est un outil fantastique pour tout ce qui touche à de l'apprentissage de gestes techniques en particulier, parce qu'on est en mesure de capter de manière très précise les mouvements qui sont faits par la personne. Et grâce à l'immersion visuelle, il a beau tenir dans sa main quelque chose qui ressemble vaguement à un pistolet, la sensation qu'il a quand il est à l'intérieur de la réalité virtuelle est une sensation extrêmement proche du maniement d'un outil réel. Donc, on est effectivement, quand on a le casque sur les yeux, en immersion complète dans une cabine de peinture, avec un pistolet qu'on a dans la main et avec une simulation d'un pistolet que l'on voit dans le casque. Hein, parce que ce qu'on voit dans le casque, ce n'est pas le même pistolet que celui qu'on a dans la main. Hein. On a un pistolet virtuel, et donc on voit la projection de la peinture sur les pièces. Donc on se rend compte, je dirais, du niveau de dépôt progressivement au cours de l'application de la peinture sur les pièces. Donc on voit bien un peu l'usage métier. Alors maintenant, on est sur un sujet vraiment très techno. Et vous avez-vous découvert des usages en évolution?
le produit, Léonard, n'est pas resté que cet outil de formation de peintre industriel. Est-ce que vous pouvez commencer à nous dire un peu, là on a compris la genèse, mais l'histoire de ce produit désormais? Oui. Donc en fait, l'outil, on l'a présenté à Laval Virtual en 2017 sur le stand de Clarté. Et on a été visité par une entreprise aéronautique et défense qui a pignon sur rue du côté de Bourges et qui a été intéressée par l'outil, mais finalement pas par ce qu'on présentait, mais par l'idée qu'il se faisait de l'outil par rapport à ses besoins propres. Et les besoins propres de l'industriel en question, c'était... premier besoin, réduire les rebuts, puisqu'ils produisaient notamment des missiles, que sur les missiles, même si ça explose, il faut quand même que l'application de la peinture respecte, on est à 10 microns près, hein, puisque le missile il est sur des supports, et donc il ne supporte absolument aucune vibration, il faut que le support avec la pièce soit complètement homogène. Hein, c'est comme les moteurs d'avion. Et donc, effectivement, ils n'avaient pas un taux de rebut extraordinaire. Seulement, quand vous rebutez un missile, ça n'a pas le même prix que quand vous rebutez une pièce de mobilier qu'on peut peindre. Donc, il y avait un coût derrière ça substantiel. Donc, ils imaginaient pouvoir, on va dire, amortir l'investissement de l'outil quasiment dès la première année. Donc ça, c'était le premier point, le premier sujet, c'était celui-là. Le deuxième sujet, c'était de faire travailler les équipes peintres, de les faire travailler ensemble, d'améliorer l'esprit d'équipe, que les uns et les autres puissent se comparer sur des techniques de peinture. Ils aboutissent à la même chose, mais ils ne peignent pas de la même manière. Et donc de définir des bonnes pratiques, puisque finalement, pour diminuer le rebut, il faut trouver les bonnes pratiques. Et donc derrière tout ça, c'est un industriel qui certes faisait peigner ses pièces, mais qui aussi faisait de la sous-traitance. Donc qui a donc travaillé pour d'autres. Et donc l'idée qui est venue, c'était de pouvoir intégrer dans le système des pièces format CAO pour pouvoir simuler la peinture de la pièce, calculer le temps passé, le coût de peinture, donc pouvoir délivrer un devis dans des temps beaucoup plus courts et sans coût, puisque dans le process classique, l'industriel donneur d'ordre devait transporter la pièce jusqu'à notre client par camion. Donc vous imaginez la suite. Il fallait mettre la pièce dans la cabine, consommer de la peinture, enfin bon, hein, une pièce au rebut, etc. Donc ça, c'était un autre besoin qui a été émis au cours de nos conversations, parce que tout ça, c'est fait au travers de pas loin d'une année de conversation et en même temps de travail et de développement chez Clarté. Et puis, autre idée qui est venue aussi, c'est de dire, oui, mais nous, peintres, bien souvent, on a des pièces à peindre, oui, elles sont super jolies, mais quand je veux la peindre, j'ai plein de problèmes parce que ça ne respecte pas un certain nombre de principes de base pour que la peinture puisse tenir correctement, notamment des problèmes d'angle vif, par exemple. Et donc, ça peut permettre des échanges entre le bureau d'études et les peintres. Donc, effectivement, là, on est, on va dire, assez loin. En tout cas, notre client, là, il nous a emmené assez loin par rapport au projet de base qui était de former le peintre lambda qui avait envie de travailler dans le domaine de la peinture. On voit qu'au-delà de l'histoire technologique, c'est une histoire donc d'hommes, de rencontres. Et justement, j'allais poser une question, puisque vous avez été accompagné donc, par Clarté, et c'est la slide suivante. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des freins? Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés dans le dialogue, puisque vous êtes sur des métiers évidemment totalement opposés, qui, au-delà de ces nouvelles technologies, ne sont pas censés se croiser? Est-ce que ça a été une contrainte pour vous? Comment ça s'est passé? Nous, avec Clarté, ça s'est passé
quand on y réfléchit aujourd'hui, sans douleur, dans la facilité. Certes, il y avait des problématiques techniques à résoudre qu'on a rencontrées au fil du temps, mais c'est une histoire d'homme. Hein. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Nous, on était complètement... Enfin, je dirais, nous, notre métier, c'est la peinture. La réalité virtuelle, c'est pas notre sujet. Donc, on avait du côté de Clarté l'écoute qui allait bien. Quand ils nous disaient, bah oui, ça c'est bien, oui, mais on pourrait peut-être faire autrement, bah, il y avait un échange entre eux et nous. Et donc, ça s'est vraiment passé sans... Je dirais, non, il n'y a pas eu de sujet de frottement. Enfin, je réfléchis, mais bon. Non, je confirme et merci de le dire. Ce qui est important quand on cherche à virtualiser un phénomène réel pour développer une formation donc, qui est basée sur la simulation, c'est d'avoir l'expertise en interne du métier qu'on souhaite virtualiser. Et on a eu la chance d'avoir dans tes équipes un technicien qui savait exprimer, expliquer ce qu'étaient les spécificités de ce métier-là, et l'exprimer clairement avec un haut niveau d'expertise. Et ce dialogue qu'il y a eu entre lui et les ingénieurs dont le métier est de simuler du coup ces phénomènes, s'est passé avec beaucoup de fluidité. Mais c'est une remarque à considérer pour vous dans la salle si vous avez un projet de virtualisation d'un phénomène ou d'un procédé ou d'une procédure, c'est de vous assurer d'avoir vraiment une expertise en interne que vous allez être capable de verbaliser. Parce qu'on est tombé aussi face à des entreprises des fois qui n'arrivent pas à verbaliser leur savoir-faire parce qu'il est trop latent. Quoi. Il est trop un langage commun à un moment donné entre vous, mais pas vraiment un frein finalement. Pas du tout un frein, et parce qu'effectivement, je dirais le monde de la peinture, quand on le regarde, et le monde de la réalité virtuelle, on dirait on est à 10 000 lieues ce sont des gens qui sont a priori pas capables de se parler, de se comprendre. Or là, effectivement, c'est une question d'attitude, c'est une question de savoir, enfin de compétences. Nous, chez nous, effectivement, on a la chance d'avoir un ingénieur qui est sur le sujet de la peinture depuis une vingtaine d'années, qui maîtrise parfaitement le sujet, qui est un inspecteur reconnu dans le domaine de l'anticorrosion. Et donc, effectivement, il a amené, je dirais, il a invité les ingénieurs réalité virtuelle chez nous pour leur expliquer comment on peignait, comment un pistolet ça fonctionne, comment la peinture se projette dans différentes technologies, parce que dans l'outil, là, effectivement, on a parlé du pistolet, mais il y a différents types de pistolets, donc différents types de technologies. Et donc, on a travaillé jusqu'aux problématiques de l'électrostatique, qui est assez complexe, sur lequel on n'a pas abouti au même niveau que pour les autres technologies, mais pour un apprentissage, on est largement bien avancé. Alors, on voit que votre métier a donc grandement évolué, là, en fait, en peu de temps. Je ne sais pas si le fondateur avait projeté ça vous-même au moment de la reprise, mais est-ce que vous avez changé parallèlement de modèle économique ? Quels sont les résultats de Léonard sur votre activité ? Donc sur 2018, parce que en fait on a fait la Value Virtuelle 2017, je vous ai dit, on a fait 2018, on a trouvé un autre client, et puis là on en a un troisième qui est en passe de nous passer la commande. Donc sur 2018, grosso modo, on a fait activité, 10% d'activité Léonard sur le chiffre d'affaires. Est-ce que ça change la donne pour SDI ? On va quand même rester avec des peintres et des techniciens de maintenance, hein, ça ne change pas. Par contre, effectivement, quand on rencontre des prospects, aussi bien pour des chantiers de peinture que pour des problématiques de maintenance, évoquer notre projet réussi qui fonctionne, ça change la vision qu'ont nos prospects de l'entreprise SDI, qui est une entreprise où nous sommes aujourd'hui 18, donc pas une grosse entreprise, située dans un coin perdu des Pays de Loire à Évron, au pied des Alpes-Mancelles. Néanmoins, on arrive à vendre les 3 clients. Il y en a donc un sur Bourges, un sur région parisienne, et le troisième,
c'est un intégrateur, mais derrière, c'est un client qui se trouve en Rhône-Alpes. D'accord, donc avec aujourd'hui une stratégie de développement commercial sur cette nouvelle activité, entre guillemets. Voilà, donc aujourd'hui, on a un certain nombre de prospects, et parce qu'en fait, l'outil que nous avons aujourd'hui, c'est un proto abouti, vendu, mais c'est un proto. Et si on reste comme ça, les demandes des différents prospects que nous avons vont devoir nous amener à faire des développements spécifiques pour chacun d'entre eux. Et en termes de maintenance derrière, c'est ingérable. Donc il nous faut là reprendre le sujet pour industrialiser, rendre paramétrable un certain nombre de besoins dans l'outil, d'environnement, de type de pistolet, le rendre multilingue. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc il faut qu'on se remette au travail, mais pas pour concevoir la base, mais pour lui apporter un univers beaucoup plus souple, avec une interface utilisateur agréable pour le client. Alors justement, avant de laisser la parole à notre expert, moi j'aime bien cette slide qui est titrée « Un chantier qui donne de l'appétit ». Quelles sont les potentialités? Est-ce que vous imaginez autre chose aujourd'hui à partir de Léonard? Quels sont vos projets? Aujourd'hui, donc, comme je vous disais, le projet là, c'est d'industrialiser l'outil. Nos clients, comme vous avez pu le comprendre, là, nous amènent avec des questionnements qui sont assez variés selon le domaine. Là, on a un prospect qui est dans le domaine de l'aviation, qui travaille, c'est un sous-traitant d'Airbus, il peint des cabines d'avion. Il va de soi que la cabine d'avion ne rentre pas dans la cabine de peinture que nous avons dans l'outil. Bon, donc effectivement, il va falloir entrer un univers de cabine de peinture dans l'outil. Alors, en soi, techniquement, c'est pas compliqué. Néanmoins, il faut y passer du temps. Il faut vérifier que ça fonctionne. Bon, et puis après, on a d'autres clients qui nous suggèrent des idées comme ça, qui ont l'air parfois plus ou moins farfelues. Mais bon, il faut qu'on les étudie. Mais on est complètement ouvert à toutes les idées farfelues, on va les étudier, parce que je dirais, là on a une expérience, on peut dire c'était fou, on n'a pas eu peur, hein, peut-être un peu inconscient, mais bon, je dirais on est rentré sur cette affaire-là par du métier, hein. C'est pas un produit marketing, c'est un produit métier, et c'est ça qui fait la grande différence avec un certain nombre de concurrents qu'on peut trouver, puisqu'on n'est pas seul sur le marché, même si on n'est pas très nombreux. Et là où on fait la différence, c'est à la fois parce que par rapport à ce que propose l'outil, et en même temps, c'est la manière dont le... Excusez-moi. Oui, donc c'est à la fois l'outil et c'est... On sent qu'il y a quelques petites modifications. Excusez-moi. Donc ce que je disais, c'était à la fois l'outil et c'est à la fois aussi que la présentation que nous faisons, c'est notre expert peinture qui l'a faite. Et c'est ça qui change pour une bonne part l'appréhension et la compréhension et l'intérêt que peuvent porter les prospects que nous avons. Puisque, on a fait l'expérience avec une démonstration qu'on a faite il n'y a pas longtemps du côté d'Orléans, et où les clients s'attendaient à avoir une démonstration, on va dire type marketing commercial, et finalement ils ont eu une démonstration qui n'était pas du tout celle-là, et ils ont été très positivement surpris et intéressés. Donc on voit plein de projets, toujours accompagnés par Clarté, Monsieur Boucher. Vous me disiez une chose en introduction tout à l'heure, que en fait, Monsieur Houchard l'a dit un peu, mais ça rend le terme de crédible encore plus crédible grâce à l'outil, grâce donc à cette réalité virtuelle, l'activité et l'entreprise de Monsieur Houchard.
C'est effectivement une des dimensions que je trouve intéressante dans ce projet par rapport aux nombreux autres projets qu'on a pu mener. C'est que là, on a une entreprise qui est pas issue du digital du tout, qui se diversifie avec une activité d'éditeur de logiciels et toute la complexité qu'il y a à faire de l'édition de logiciels et finalement cette difficulté à appréhender ce nouveau métier, et donc on peut imaginer qu'ils sont peut-être moins performants que d'autres acteurs de ce monde initial, elle est complètement contrebalancée par une crédibilité dans le métier concerné. Et le fait d'adopter le bon langage vis-à-vis des clients et d'avoir des clients du coup qui acceptent de prendre des risques peut-être parce qu'ils ont confiance finalement dans le fondement même, la motivation même d'avoir créé ce produit. Il y a quelques points que je voulais aborder en conclusion ou conseil. Je voulais d'abord rappeler que la réalité virtuelle, ça coûtait encore très cher. C'est pas parce que le matériel ne coûte plus grand-chose, parce qu'aujourd'hui ça vaut quelques centaines d'euros un système de réalité virtuelle, que le logiciel coûte le même prix. Ça coûte encore très cher de développer des logiciels. Très cher, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en tout cas. Pour une formation en réalité virtuelle, c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Je voulais aussi dire que la réalité virtuelle, ça ne servait pas à tout et à rien. En tout cas, il ne faut pas en faire tout le temps pour faire juste de la réalité virtuelle. Là, on est dans un contexte hyper favorable, qui est celui de l'apprentissage d'un geste technique. Si on parlait de l'apprentissage d'une procédure, on pourrait s'interroger sur d'autres modalités, des serious games, du e-learning, etc., etc. Mais le geste technique, là, se doit d'être en réalité virtuelle. C'est là qu'il y a un bénéfice énorme par le réalisme de la mise en situation. Et le dernier truc que je voulais évoquer, c'est, on l'a un peu évoqué dans le montage du projet collaboratif, mais c'est un triptyque qui a fait que ce produit est aujourd'hui performant. C'est l'alliance entre déjà des experts de la technologie que nous représentons, un expert du métier qui est en mesure d'expliquer qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce que l'outil doit faire, donc il est capable de spécifier et d'expliquer ce qu'il va falloir simuler. Et puis le troisième triptyque, troisième élément, c'est la construction de cet outil dans un cursus pédagogique. Il y a une ingénierie pédagogique à mettre en parallèle de ces différentes expertises plutôt techniques. C'est comment l'outil accompagne un apprenant, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à la base un outil pour former des gens en formation initiale, même si on a vu que l'outil, parce qu'il était bien construit, peut maintenant se diversifier vers d'autres usages. Voilà. Et vous-même, justement, vous avez imaginé d'autres métiers ou d'autres formes d'apprentissage avec... Oui, on a plein d'idées. Il y a plein de limites technologiques, mais un des sujets sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, parce qu'on a senti qu'il y avait des demandes, c'est sur la simulation de gestes beaucoup plus fins, et en particulier au niveau des mains, l'activité. Ce qu'on aimerait pouvoir réussir à faire dans les années qui viennent, là, c'est simuler par exemple le métier de couturière, où on est dans des gestes extrêmement fins et avec des sensations tactiles et kinesthésiques extrêmement fines. On aimerait pouvoir simuler ça en virtuel. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous souhaite plein de projets, plein de développements. On va peut-être demander à Sylvain de nous rejoindre pour les questions. Je vous laisse la parole. Eh bien, je la prends. Bien, il n'y a pas de questions. Non, je plaisante. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous avez été assez prolixe quand même. Alors, première question. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure du déclencheur de cette aventure, même si quelqu'un nous a redemandé quel a été le déclencheur. Et surtout, c'est la deuxième partie de la question qui va être à compléter. À partir de quel moment avez-vous eu la conviction que ce projet était viable ? Qu'est-ce qui... Voilà, de façon très courte, si vous pouvez nous dire, voilà, on a eu l'idée, et après, là, on a senti que c'était fait. Le sujet du monde de la peinture, c'est un sujet depuis un certain nombre d'années, et notamment en Mayenne, puisque nous sommes en Mayenne. C'est qu'on a effectivement des peintres en nombre insuffisant, mal formés. Donc l'idée qui nous a fait y aller sans trop y réfléchir, c'est de se dire nécessairement ça va apporter une vision différente du métier en apportant un outil de réalité virtuelle.
Ça va faciliter la formation parce qu'on n'aura plus à mobiliser des outils industriels. Bon, alors c'était ça qui... Ça, bon, c'était l'idée. le point un peu négatif et qui n'a pas complètement fonctionné, c'est que aujourd'hui, il y a pénurie d'emplois, taux de chômage en moyenne 5,8. Donc il n'y a personne à la porte pour ni faire de la peinture, ni faire de la maintenance, ni faire pratiquement quoi que ce soit. Donc effectivement, strictement le sujet formation tel qu'on l'imaginait, aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Pour des nouveaux peintres, pour alimenter le métier. Bon, par contre, effectivement, ce qu'on a découvert en route, ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, finalement, les industriels de bonne taille, bon, ils résolvent le problème de l'emploi et de la formation, finalement, en internalisant la formation. Donc, ils s'occupent eux-mêmes de former, et donc ils se créent des centres de formation. Et puis, donc, le signal qui vous a dit, pour répondre à la question, que ce projet était viable, c'était finalement plutôt un signal du côté client, qui vous disait, oui, a priori, c'est un signal, de l'offre que nous percevions, qui était de dire il faut proposer autre chose pour changer la donne. D'accord. Bon, alors, et ça nous a amené à autre chose, mais l'objet initial, il fonctionne pas vraiment bien. Mais bon, peut-être que si nous étions en Rhône-Alpes, ça fonctionnerait différemment. Mais là comment où savez-vous que je viens de Rhône-Alpes? Comment savez-vous que je viens de Rhône-Alpes? Une intuition? Non, j'en sais rien. Je dis Rhône-Alpes parce que, parce que là, on a trouvé un client par là. Combien de peintres ont été formés, dites-moi? C'est la question qu'on nous pose dans la salle. Donc, en fait, les deux groupes que nous avons eus, c'était 2 x 8. 2 x 8. 2 x 8 en 2016. Et depuis, j'en ai formé un chez moi, un que j'ai embauché, un que j'ai réussi à trouver et à former. Et puis, voilà le bilan. Et aujourd'hui, alors, puisque je vais enchaîner, les questions s'enchaînent pas mal. Là, avez-vous créé, du coup, ou avez-vous eu l'intention de créer un jour un partenariat avec des établissements de formation du fait de cette pénurie, comme c'est un métier pénurique que vous avez l'air de nous décrire, difficile de recruter. Donc, est-ce que un établissement de formation aurait pu s'emparer, ou en tout cas en partenariat avec vous? Alors moi, je lève la main, si je vais me permettre. J'ai choisi cet atelier en tant que représentante du MEDEF. Là, je reprends vraiment ma casquette parce que justement, ce problème de métier en tension, d'attractivité des métiers, de formation, c'est un problème essentiel. Alors, pas que régional, mais très ancré chez nous. Et c'est vrai que cette expérience, je ne sais pas s'il y aura des partenariats avec des centres de formation, mais en tous les cas, moi, je souhaite absolument que M. Auchard vienne témoigner par son expérience d'entrepreneur, de ce qu'il a pu faire au service d'un métier, de l'industrie et autres. C'est vraiment essentiel. Je pense qu'on n'a pas encore idée, on n'a peut-être pas, on en parlait, cette vision si lointaine d'utilisation de la réalité virtuelle, réalité augmentée, on en parlait de l'intelligence artificielle pour répondre à ce type de besoin. D'accord. Alors du coup, votre question, c'était quoi et on n'a plus que 2 minutes, je préfère le préciser. Oui. Alors, c'était quoi la question? C'est est-ce que vous aviez justement eu l'idée de créer un partenariat avec des établissements de formation? Aujourd'hui, donc on a vendu l'outil à un établissement de formation en région parisienne, dans l'automobile, parce que c'est un CFA de carrosserie. Les autres établissements, on a un contact avec un d'entre eux, mais qui sont plus des établissements qui font de la formation en intersociété, mais chez eux. Donc là, on n'est pas... Parce que nous, ce que nous proposons et l'idée qui est sous-jacente avec notre outil de réalité virtuelle, parce que c'est extrêmement mobile, c'est d'aller chez nos clients pour les former sur leurs outils et pas les former avec des formations standardisées qui ne répondent pas aux besoins. Et donc là, effectivement, comme il n'y a personne sur le marché pour venir remplacer ceux qui sont censés être formés, je dirais ça ne marche pas. Alors, vous me dites qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, j'ai beaucoup de questions. Pour les questions. Je vais en prendre une dernière quand même, parce que... Ah oui, quand même. Hein, on peut pas la... moi, une question qui a été posée, là, je la trouve très intéressante. Avez-vous des concurrents qui se sont inspirés de votre innovation et qui pourraient aller quelque part plus vite que vous? Voilà, la question peut-être sous-jacente derrière, je ne sais pas.
Je pense que Alexandre est peut-être plus à même de répondre. En fait, nous, on en a rencontré un, mais qui est, lui, bien plus ancien que nous, un Américain, et dont on peut se dire avec fierté qu'on l'a battu à plat de couture. Mais bon. Par contre, des nouveaux... Alors, effectivement, il y en a qui travaillent sur le sujet. Mais... Je dirais, j'ai rencontré des industriels qui en ont vu dans différents salons en France et à l'étranger et qui nous ont dit ce que vous proposez, c'est nettement en avance par rapport à ce qu'eux font. Parce qu'effectivement, la grande différence de ce qu'on propose, c'est que c'est vraiment un outil qui a été fait, enfin, en réalité virtuelle par Clarté, mais dans sa conception, dans son esprit, dans son ADN, fait par quelqu'un du métier. C'est ce qu'on appelle aussi une innovation de rupture, mais c'est aussi peut-être pour ça que pour l'instant, elle ne trouve peut-être pas encore tout son marché. Enfin, c'est possible, quoi. C'est exactement ce qu'on en avait conclu nous-mêmes, donc c'était une belle conclusion, je crois. Désolé, on n'avait pas parlé. Moi, je me permets juste, je ne sais pas s'il y a un atelier Fishbowl. Est-ce qu'il y a une personne qui est présente de l'atelier Fishbowl ici dans la salle qui est prévue? Voilà. Donc, on a pas mal de questions qui ont été posées. Donc on va les transmettre pour ceux qui veulent poursuivre, je crois, dans l'atelier Fishbowl. Vous pouvez suivre pour compléter et nous, on va transmettre les questions qui ont été posées. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une base d'échange puisqu'on ne peut pas toutes les poser maintenant. Voilà, je vous rends la parole. Non, moi, je vous remercie et une fois de plus, bonne chance, bon développement à tous vos nouveaux projets. Merci, messieurs, dames.